Est-ce que c'est un talent d'être capable de s'entraîner tous les jours 4 heures par jour? Je pense que ouais, moi. Eh ben ouais. Donc, mais celui-là, le talent, on l'oublie. Non, le talent, c'est la brillance. Je suis pas d'accord avec ça. Si on parle du talent comme ça, c'est insuffisant. Le talent, c'est pas la brillance. C'est pas être élégant. C'est pas être élégant. Le talent, c'est bien faire les choses. C'est avoir une bonne exécution. C'est avoir une bonne hygiène de vie et travail invisible, etc., etc. C'est être assidu, aimer ce qu'on fait. Et le talent, c'est progresser. Si le talent, c'est avoir un don de vitesse, si le talent, c'est avoir une élégance, une allure, une... Non, non, non. Euh, le premier des talents, pour moi, c'est la capacité à travailler. C'est celui-là, le premier des talents. Comme ça que tu vas développer. Bien sûr, tu vas développer quoi? Tes qualités. Et ces qualités, c'est ce que certains appellent le talent. Bon, t'es prêt? On y va? Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue, nouvelle émission d'Old Talk aujourd'hui, une émission encore très très spéciale comme j'ai l'habitude de dire. Aujourd'hui, un invité, bon, on retourne dans le basket, comment dire? C'est un des piliers de l'équipe de France de l'époque, pour ceux qui ont connu cette génération-là. Et puis, un des plus grands coachs qu'on a pu avoir dans le français, qu'on a pu avoir dans le championnat de France. Il est aussi commentateur télé et il anime une émission de basket et il nous parle régulièrement de NBA en France sur Being Sport. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jacques Monclar. Bienvenue, Jacques. Bonjour Greg, ben, je vais vous le dire. Hein. Bonjour, bonsoir à tous. Et voilà. Bienvenue Jacques, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Tu sais, je t'ai présenté un petit peu l'émission, c'est une émission où un petit peu on essaie de toucher un petit peu à tous les sports, un peu à la culture. On va directement aller, comme j'ai l'habitude de dire, dans le vif du sujet. Jacques, ça fait maintenant depuis, on va dire 2007 que tu es à temps plein dans le commentateur télé et que tu coaches. Tu as arrêté de coacher depuis 2007, si je ne me trompe pas, c'est ça. On va rentrer dans le domaine du coaching. Aujourd'hui, tu es journaliste, donc tu commandes des matchs, tu vois des choses avec ton œil l'ancien œil de joueur de l'équipe de France et de coach. Comment est-ce que ça se passe, toi, le côté... Parce que là, tu critiques maintenant, tu vois. Tu as été critiqué, peut-être, par les journalistes, etc. Là, tu es de l'autre bord. Comment ça se passe, toi, de ta job de ce côté-là, d'un point de vue coaching, Alors vu que tu as été coach? d'abord, moi, je suis consultant. Je suis pas journaliste. C'est un tout petit peu différent. Euh, je critique, ça peut arriver. Ce que j'essaie de faire d'abord, c'est d'analyser. Euh, le jeu donne toujours des réponses. Il trahit rarement le jeu. Hein, et c'est l'analyse du jeu qui fait qu'on peut après analyser un collectif, qu'on peut analyser des attitudes individuelles, qu'on peut analyser un rendement, qu'on peut analyser plein de choses. D'autant qu'en basket, on est quand même sur un petit terrain avec un gros ballon. On se serre des mains et on n'est qu'à 5. Donc comme ça simplifie les choses, clairement. Plutôt que, par exemple, courir après un ballon ovale, dont on ne sait jamais où il va, à l'extérieur, à 15, et en ne pouvant pas faire de passe en avant. Donc, on va vers le détail, on va vers du détail qu'on peut retrouver dans un sport américain comme le football, dans les déplacements, dans les trajectoires, dans les moments où tu peux recevoir la balle, dans les lectures de jeu, dans mille choses. Est-ce que Donc je me mets pas en situation de critique. Après, on est toujours sensibilisé par quand tu vois un joueur qui renonce, tu peux réagir différemment. C'est quelque chose que j'accepte pas, que j'ai jamais accepté. Le give up ou l'excès de soi-même répété, qu'un joueur dépasse le cadre de manière, je veux dire, de temps en temps, il se laisse aller. Ça marche pas, mais peu importe, ça lui arrive. Je peux comprendre.
que ce soit systématique. Quand on joue pas le jeu, qu'on force le jeu, ça me gonfle. Et oui, je le dis. Mais je prends pas ça pour de la critique. Ce serait plutôt un cri du cœur qu'autre chose. T'es transparent en fait. Ben, c'est le jeu qui décide. C'est Mhm. le jeu qui te fait, dans le live d'un commentaire, c'est le jeu qui te, qui te fait sentir les choses. Tu peux toujours regarder la stratégie, le rythme, tu es dans un rôle aussi, il faut que tu fasses partager ta passion. Donc, il faut mettre en valeur des choses. Je suis pas le plus fort sur les badabou ou sur les trucs comme ça, mais parfois le basket te fait crier, oui, oui, oui. Est-ce que tu arrives à contrôler les émotions pour laisser la raison dominer un petit peu dans ton rôle de consultant? Y a-t-il des matchs qui te font exploser complètement? Tu es plus dans l'émotion comme Non, la demi-finale au jeu contre les Slovènes, par exemple? c'est vrai que commenter l'équipe de France, c'est toujours un exercice particulier parce qu'on est à la fois, on se doit de faire correctement les choses en conservant un brin d'objectivité, mais on est quand même partisan. C'est difficile, surtout sur des compétitions mondiales ou européennes. Mais non, non, moi j'adore. De toute façon, c'est pour ça que, en tant que consultant, ben, j'aime bien arriver très tôt à la salle, j'aime bien partager les routines, regarder, m'immerger là-dedans. C'est ce qui est passionnant, pardon. De la même manière, quand tu prépares un match à commenter, tu te mets dans la posture un peu des deux coachs, tu réfléchis comme ça. C'est pas la même réflexion que quand toi, tu es coach. C'est une réflexion plus ouverte. Après, tu n'es pas à l'intérieur des choses. C'est encore un exercice différent. Tu te reposes beaucoup sur l'image, tu te reposes beaucoup sur les chiffres un peu quand même si je ne suis pas le plus grand fan, je le dis assez. Dans les stats. C'est une photo qui est intéressante toujours, toujours. C'est pas toujours une valeur absolue. C'est pas une valeur absolue, mais c'est une photo hyper intéressante. Voilà, puis il y a tellement d'infos et puis la NBA est tellement riche de tout un tas de choses, d'images, d'histoires, d'hommes, de villes, de franchises, de personnalités dirigeantes ou historiques. Enfin bref. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Oui, même social. Euh, Quand tu fais le Martin Luther King, tu es content d'apprendre aux jeunes Français que c'est un truc qui correspond à une lutte qui a commencé il y a plus de 50 ans, 100 ans. C'est une lutte sans fin depuis 400 ans et que la lutte contre le racisme, même si tout est très bien, enfin, beaucoup de choses ont été bien faites, c'est pas commencé avec Black Lives Matter. Voilà, c'est un tout. C'est un tout et la NBA permet je suis très multisport, hein. J'adore tous les sports. Euh, la NBA, son histoire permet de faire un lien. Permet de faire Énorme. un lien. Énorme. Surtout aujourd'hui avec la globalisation, la globalisation ultime de la NBA, je pense qu'on a atteint un niveau d'étranger qu'on n'a jamais eu. On l'a vu arriver et c'est de plus en plus incroyable. L'Europe prend de plus en plus de place dans le basket américain. Tu sais, c'est marrant de t'entendre parler, puis je vais te partager un petit truc. Moi, je t'ai découvert comme coach quand j'étais jeune. Je te regardais comme entraîneur à l'époque à Antibes. Aller. Et aujourd'hui, tu es commentateur. Alors, les jeunes gens, les plus jeunes qui vont regarder l'émission aujourd'hui, n'ont pas connu peut-être le coach. Mais moi, je me souviens du coach. Pour moi, c'était le seul Français qui pouvait envoyer au carry. Qui pouvait envoyer aux Américains, aux Ricains, leur dire. Tu leur parlais comme, tu vois, des joueurs normaux. Je trouvais c'était vraiment un flow très naturel. Et puis, le mec à qui je parle, c'est le mec qui leur parlait aussi. Tu vois, je vois pas un autre personnage. Je trouvais ce charisme-là que tu pouvais l'idée. Je trouvais ça Ouais, vraiment, alors, vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. c'était ma manière d'être et les joueurs, ils te connaissent et même si parfois tu es amené à dire et faire des choses qui ne sont pas obligatoirement ce qu'ils veulent, ils savent aussi que tu le fais parce que moi, j'avais tendance, je comparerais ça un peu à ce que je faisais avec mes garçons. Tu parles à tes joueurs comme je parlais à mes fils, un peu. Ok. Après, ça s'est pas toujours bien passé avec tout le monde, mais au moins il y avait ce rapport direct et franc. Et quand on est dans une situation de temps mort,
de fin de match, de quelque chose qu'on veut obtenir ensemble. Ouais, il ne faut pas non plus prendre des gants ou faire une lettre de cachet pour donner les infos. Ouais, j'étais un peu direct, on va dire. T'as-tu en tête comme ça, là, ouais, le premier souvenir, la première gueulante que tu te souviens qui restera mémorable en match dans ta carrière d'entraîneur que tu as pu envoyer dans le contexte? Est-ce que t'aurais-tu une anecdote comme ça qui te reviendrait en 2 secondes? Ah ben, il y en a des anecdotes. Il y en a. Je me souviens d'un temps mort à Rouen. À l'époque, je portais des Santiago en plus au début. Ouais. T'avais le style, t'avais le style. Ouais, bah, tout en noir. Toujours. Euh, C'était une escroquerie pour pas porter de cravate, ça. Mais bon, ça marchait. Euh, non, j'arrive dans le vestiaire, on est à -18, -20 à la mi-temps. On ne doit jamais y être. C'est toujours pareil. Quand tu travailles un match, quand tu prépares et que tu vois qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien, alors tu te dis qu'est-ce que j'ai raté dans l'approche? Peut-être, mais en tout cas, ils ont en eux de quoi faire. Hein. Ils sont bien physiquement. Il n'y a eu aucun problème de logistique, voyage. C'est juste une question de ne pas mettre les ingrédients. Et quand les ingrédients ne sont pas mis, de temps en temps, tu peux, mais il ne faut pas le systématiser, mais de temps en temps, tu peux monter dans les tours, clairement. Et donc, j'arrive et je mets un grand coup de latte dans le carton de Vittel qu'il y avait, ou de, je sais pas, cristalline, ce que tu veux. Et ça explose. Ils sont tous là. Alors, ça mouille tout le monde. C'est ma première équipe, ou la deuxième, enfin, une des deux, l'équipe qui va être championne de France en 91. Et ça éclabousse tout le monde. Il n'y en a pas un qui mouve, t'en es trempé. Et moi, j'étais tellement énervé que j'écrivais des trucs sur le paperboard et je me tournais vers eux et j'avais des mecs qui me faisaient. Et ils ont bien fait ça parce qu'en deuxième mi-temps, ils sont revenus, ils sont passés devant et on a éteint à la fois l'équipe et le public. Et Dieu sait que c'était dur là-bas. Voilà, mais des histoires comme ça, t'en as à l'inverse, tu rentres et tu dis dans le vestiaire quand tu es en confiance avec ton groupe, et ça c'est l'équipe de 95, que tu sais qu'il y aura un Rivers, un Ostrovski, un kiné ou un autre qui va se lever, qui va dire ouais, il a raison, il faut qu'on fasse. Tu arrives et tu dis bon, ben nous on s'en va, c'est la mi-temps, vous voulez pas? Ouais. Un Michael Ray qui va se lever et tu les laisses. Et tu les laisses. Et tu dis pas un mot. Voilà. Là, ça, c'est des tests de solidité du groupe. Et après, tu apprends comment ça s'est passé et tu connais bien les ramifications de ton groupe. Voilà. C'est dur, hein, Donc, je trouve, dans le coaching, de toujours avoir les bons mots, bien réagir. c'est pour ça qu'on les a pas toujours. On vit dans la seconde toujours, les émotions sont à Ouais. fleur de peau. Moi, je sors de l'entraînement ce matin où tout allait bien, et puis sur 5 minutes de discussion dans la récupération, on s'est tiré derrière. Petite tension qui monte, un mot qui est mal dit, mal interprété. Hop, 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 ça peut vite, vite s'escalader, la gestion des athlètes. Est-ce que pour toi, parce qu'ici, j'ai un de mes maîtres à penser à la natation qui s'appelle Bill Sweetnam, c'est un Australien, qui disait, Bill, que coacher, c'est aussi gérer, manager le chaos. Et c'était un petit peu que le haut niveau, c'était un petit peu ça, c'est aussi de la gestion du chaos. Et des fois, il fallait le créer un petit peu. Est-ce que tu serais d'accord avec ce type de commentaire-là? Quand tout va bien dans le sport, tu sais très bien que ça ne va pas durer tout le temps. Donc, tu es tenté de créer effectivement le chaos. Le chaos, c'est peut-être un mot un peu fort, mais il faut se mettre en danger. Il faut rappeler chez nous, par exemple, alors moins chez vous. Hein, je vais me permettre de parler un Vas-y, peu de vas-y, natation, vas-y. Mhm. parce que tu sais que d'abord, je le suivais un peu, puis via Sophie, évidemment, hein, Sophie Camoun, j'en mange un peu. Euh, nous, il faut perdre de temps en temps. Alors, pas perdre des finales obligatoirement, mais dans une saison, ou en pré-saison, particulièrement en pré-saison, si tu perds pas, ton équipe, elle apprend pas à rebondir de ça. Elle apprend pas à se remettre en route, elle apprend pas à se remettre en question. Donc, oui, créer un problème, aller appuyer sur un truc tu te dis là, un jour, ça va me péter au nez. C'est comme un peu
un bouton qui n'est pas mûr et que tu veux faire péter, comme quand tu veux t'en débarrasser. Et c'est un peu ça, ça arrive, oui. Mais en ayant beaucoup d'ambition, en ayant beaucoup de détermination, je ne peux pas m'empêcher de penser que coacher, c'est aussi raisonner au pire, toujours. Et à partir du pire, il y a des strates. Et tu les remontes et tu peux arriver à l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est gagner chez nous. Et c'est pas gagner un match, c'est gagner des trophées. Ok. Voilà. Ça, Gagner des trophées. Et gagner des trophées, curieusement, on apprend souvent à les gagner en perdant un ou deux. Je veux dire, Michael Jordan est une exception. Mais des mecs qui perdent et qui gagnent derrière, je crois que le goût de la victoire est jamais aussi bon que là. Bon, il a galéré quand même, Michael. On est d'accord. Oui, Il a quand même souffert un d'accord. peu. Mais les finales NBA ou NCAA ou Olympiques, Il il les a n'en a pas gagnés. perdu. Il les a gagnés. Voilà. Ouais. Ouais. C'est en ça, oui, il a perdu des demi-finales, des finales de conférence, mais il n'a pas perdu de. En Non. finale, toujours présent. En finale, toujours Voilà. présent. Mais, enfin, bon, tu sais que, bon, voilà, tu vois bien, je suis un fan malade de MJ. Bon, on va rentrer dans l'anniversaire de la mort de Kobe bientôt, ou aujourd'hui, ou demain. Ah, c'était hier. C'est hier, c'est ça? Donc, Ouais. tu vois, c'est des légendes qui sont parties, mais je trouvais que Michael, c'était vraiment. Waouh, il a connu vraiment Moi, je me souviens des séries contre les Pistons, c'était quelque chose. Des séries contre New York, c'était quelque chose. À l'université. Lui, on va dire qu'il a mangé son pain noir dans sa jeunesse, pour rentrer dans ses équipes. Il a eu quelques adversités, peut-être, mais peut-être pas, comme tu dis, des grosses défaites. Mais on dit que. J'ai lu un bouquin récemment, d'ailleurs, si je pouvais le sortir, je le sortirais. J'avais sorti dans une de mes émissions. Les vertus de l'échec. Il y a rien de mieux que ça pour se transformer et apprendre. Oui, c'est une douleur. L'échec doit être une douleur. Mais cette douleur-là, il faut la surmonter pour devenir un champion, ou pour redevenir un champion, ou le champion en ce qui nous concerne. Voilà. Et ne pas gagner, c'est la frustration ultime. Ne pas gagner en équipe. Alors, en natation, on va comparer ça à des gens qui vont performer championnat du monde, championnats continentaux, que ce soit américains, européens ou asiatiques ou quoi, et qui performent jamais au jeu, qui montent jamais sur la boîte. Des sports qui sont orientés vers l'olympisme, les Jeux olympiques sont le prisme absolu. Prisme absolu, tellement différent d'un titre de champion du monde. Alors qu'en fait, en termes de valeur, ou même en termes de record, ça peut vraiment être équivalent. Mais chez nous, c'est gagner en équipe, les récompenses individuelles, le best scoring, le best rebounding, best assist, tout ce que tu veux. Même les présences au All-Star Game, elles ne remplacent pas, j'allais dire, des trophées, voire même en NBA, être en finale. Parce que mine de rien, la grande force du niveau des finales NBA, c'est que ce sont des équipes gagnantes qui se rencontrent. C'est-à-dire ce sont des équipes championnes déjà de quelque chose. Elles sont championnes de leur conférence, donc championnes d'une grande région, d'un demi-État. Et il y a eu un trophée, il y a déjà eu une remise, qui est certes moins décorum que l'autre, qui n'est pas le but ultime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as deux équipes qui sont en situation de gagner. Il n'y a pas un loser annoncé là-dedans. Ok. Est-ce que toi, tu pourrais me nommer des joueurs ou un joueur que tu as connu, après j'irai plus vers toi bien sûr, mais que la défaite ou les échecs ont transformé? Des athlètes qui sont devenus des phénomènes quand ils ont réussi à dire hey, stop, no more. C'est Tony contre l'Espagne, premier truc auquel je pense, à Ljubljana, à la mi-temps, là, quand il pète son câble, qui dit clairement ça suffit, quoi. Maintenant, ça suffit, il nous chie dessus, il a des mots très durs. Moi, un garçon comme Lee Johnson, qui a été tout petit peu pro aux Rockets, qui avait joué au Maccabi, qui avait joué en Italie, la défaite de 91, de 90 en finale, pourtant on perd 2-1, avec plus ou moins les honneurs, pas loin, mais moins fort. Ça me l'avait déterminé de manière terrible. Et au niveau franco-français,
Un garçon comme Stéphane Ostrowski, ça le rendait fou. Hugo Cancet, Laurent Foirest, sous un dehors taiseux et calme, ne supportait pas ça. Non, le sport transcende gagner, gagner, gagner. Et l'exemple que vous avez tous eu sur cette mi-temps enregistrée avec l'équipe de France de 2013 à Ljubljana, Tony, à la mi-temps, il secoue tout le monde et il prend un niveau encore. Il se lâche, il a toujours eu ce leadership-là. Et toi, dans ta carrière de coach, y a-tu des défaites qui t'ont boosté, quoi? Tu t'es dit putain, plus jamais ou Il y en a eu des durs. Je pense à la défaite contre Trévise en demi-finale de la Coupe des Coupes où le vainqueur allait gagner. Ça s'est vérifié. En quelle année, ça? 95, au dernier match chez nous. Celle-là, elle est dure à avaler, mais elle nous permet sans doute d'être champion de France un mois et demi après parce qu'elle te met une colère au ventre qui est terrible. Et en tant que joueur, on avait perdu avec Limoges la finale à Pau sur 2 lancers de Félix Nagel à la fin. Et cette année-là, on fait finale de Coupe d'Europe. On perd contre Barça en finale. On est dominé. On perd en championnat de France contre Pau Orthez. Et ben, comme par hasard, en changeant un mec, Paul Thompson qui s'en va et Don Collins qui arrive, en changeant un mec. Elle fait un triplé l'année d'après, cette équipe-là. Wow. Elle a tout l'été, tu rêves du moment où tu vas rattaquer, enfin tout l'été. Le mois et demi de break, là, le mois et demi de break, tu penses qu'à reprendre et à casser du petit bois et à gagner des matchs et à rien donner de facile à l'adversaire et d'être au mois d'avril-mai pour soulever les trophées, quoi. J'adore ces expressions-là, moi, des joueurs qui supportent pas la défaite. Alors, t'as Michael Jordan derrière moi. Moi, je suis un malade de Tim Duncan. J'adorais Tim Duncan. Fanatique des Spurs parce que l'organisation, c'est une organisation de champions pour moi qui est pas basée sur le flashy. Et puis tu vas me dire si je me trompe, mais on va chercher des joueurs avec des caractéristiques bien spéciales qui vont fonctionner dans une organisation très différente des autres, même s'ils sortent pas dans les 50 premiers ou 30 premiers ou 25 premiers choix de draft. Ils vont chercher des joueurs qui ont du caractère, du leadership. Et c'est ça qu'on retrouve un petit peu dans leur équipe à chaque étage. Tu regardes l'envergure qu'un Patty Mills a pris cette année, ou depuis 2-3 ans, c'est pas le joueur qu'il était quand il est arrivé à San Antonio, un Ginobili quand il a pu se transformer. Et pour revenir pour parler de la défaite qu'on déteste tant, je me rage pas. Je crois que c'est ce dont tu parles, c'est quand Boris est encore là. Boris est là, le shoot de Ray Allen. Alors, c'est l'année d'après. Quand les Clippers, ils perdent l'année d'après. Quand ils finissent 6e et ils tombent sur les Clippers 3e, ils sont tous à égalité. Et ils perdent au 7e match. Là. Ils se font voler un petit peu d'ailleurs dans cette série, il me semble. Ouais, pas manger. Bon. Mais je me souviens de la défaite dans cette série et la série contre Miami, justement, et qui reviennent l'année d'après. Et tu vois Duncan qui... Typiquement. Oh, ils ont la haine, quoi. Le panier de Ray Allen, typiquement, Tony le racontait, Ginobili le racontait. Les mecs, ils n'ont pas, tout l'été, Tony, il a encore, heureusement pour lui, cet été-là, il fait l'équipe de France. Il est MVP de l'Euro, la France est championne d'Europe, et ça lui passe un peu l'année. Mais cette équipe des Spurs, elle a su, justement, c'est un exemple extraordinaire, parce qu'elle a su transformer cette colère, ce refus de la défaite en non seulement victoire, mais qualité de jeu. Ouf. Et la qualité de jeu, c'était le Spurs basketball. La qualité de jeu, elle demande de la lucidité. Elle ne demande pas de la colère. Elle ne demande pas de l'énervement. Et ils ont compris qu'il fallait refaire tout ce qu'ils avaient fait. Chez eux, là-bas, écrit, il y a un cadre qui est écrit en anglais, en espagnol et en français, où grosso modo, on explique que pour casser un rocher, il y a toujours quelqu'un qui va mettre un coup de masse et qui va casser le rocher. Mais le rocher n'aura pas été cassé par ce coup de masse, mais par les milliers et les milliers. Voilà, c'est Greg Popovich qui a fait mettre ça. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une... Alors après, comme Greg Popovich est un coach qui a un arbre généalogique important,
tu retrouves chez Monty Williams, tu retrouves chez Budenholzer, tu retrouves chez Steve Kerr des choses. Et puis, je vois plein de jeunes coachs, ou jeunes en tout cas en ancienneté NBA, qui font des trucs super en ce moment. Autant il y a 20 ans de ça, on avait 25 ans, on avait plus de crédit on donnait plus de crédit au coach NCAA qu'au coach C'est vrai. NBA. Tout ça a bien changé. Tout ça a bien changé. D'abord parce que les joueurs font beaucoup moins de NCAA, donc il faut les formater aussi jeunes finalement. Mhm. Hein, LeBron, il a 37 ans, il a passé plus de la moitié de sa vie en NBA. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de dingo. C'est malade. Donc après, on s'étonne qu'ils battent tous les records. Bah oui. Ça fait 19 ans, ça fait 19 ans qu'il joue. Tu trouves, toi, que. Moi, je trouve que le- la vibe des Spurs, leur jeu collectif, l'extra pass, on n'est vraiment pas selfish dans ce basketball-là. Je trouve que ça a ouvert des portes à ce basket à 3 points aujourd'hui. Bon, il y a des joueurs phénoménaux qui sont rentrés, il y a un basket qui s'est développé derrière, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont mis à jouer comme ça. Parce que oui, il y a des assistants. Bon, t'en as un à Charlotte, t'en as un à Milwaukee, ils ont tous été plus ou moins baignés avec cette culture des Popovich et des Spurs, donc ils ont contaminé, ça les a contaminés un petit peu. Donc they are spreading it, comme on dit en anglais. Il Pas que étendent. ça, pas que le jeu, le scouting, l'organisation. Ouais, ouais. Presti à OKC, c'est une diaspora. C'est une diaspora. Celui qui a changé de jeu, qui a révolutionné le jeu, c'est clairement Steph Curry quand même, hein, au niveau du 3 points, au niveau de l'élargissement du jeu. Greg Popovich, lui, il est beaucoup plus pragmatique. Greg Popovich, au début des années 2000, les premiers titres des Spurs, ou même le dernier, le premier complètement en 99, c'est un peu intéressant. C'est de la défense, c'est du Robinson, Duncan, et puis Tony Parker, et puis Manu Ginobili, un Duncan différent après les blessures, et des joueurs comme Boris, comme d'autres qui sont arrivés, l'étincelle étrangère, les Beno Udrih, les Roberto, tous les mecs qui sont passés là-bas. Et Greg Popovich, il a adapté son jeu à ce que ses joueurs étaient capables de faire. Mais au départ, c'est quand même très intéressant, comme je dis. Le titre de 2001, par exemple, ouais. La bascule, elle se fait entre 2007 et 2010, 12, 13, 14, l'apothéose. Mais ils attendent 7 ans, alors qu'ils font pas 2001, ils font 2000, ils sont champions 99, 2003 ou 2001. Combien ils On ont va regarder, mais ils ont 5 titres. tous les 2 ans. C'est ça. 2003, Ils ont jamais fait 2003, ils ont jamais fait deux finales de suite. 2003, 2005, 2007, c'est ça. Enfin, l'année où ils gagnent, ouais. Alors, attends, 2003, ouais, c'est ça. Je pense que t'es correct. Je regarde. Ouais, mais tu sais, c'est ce que je trouve, en fait, ce que tu as dit là, c'est essentiel parce que, bon, même s'il a un jeu qui est chiant au départ, il s'est adapté à ses joueurs. Et puis, je pense pas qu'il y ait un titre qui se ressemble dans le jeu. Et tu as parlé de performance tout à l'heure, et peut-être qu'on va se rejoindre là-dessus, puis je vais ouvrir la prochaine question là-dessus avec ça. Moi, je trouve que la performance, c'est un moment de création pour l'athlète. Pour l'entraîneur, viser une performance, c'est offrir aux athlètes l'opportunité de pouvoir créer. Alors, c'est peut-être un peu philosophique ce que je suis en train de dire, mais je pense que tu dois me suivre. Ils sont pas formatés. Le shoot, par exemple, l'incroyable shot de Kawhi Leonard de Toronto il y a 3 ans en demi-finale contre les Sixers. Il y a des gars qui disaient ah, quelle chance, quelle chance. Ils n'ont rien compris au basket, ces gens qui disent ça, parce que tous les gamins qui ont joué au basket, ils ont pris le dernier shoot à la dernière seconde 1500 fois dans leur vie. S'ils sont obsédés par le basket comme un Kawhi Leonard ou un autre champion, ils l'ont pris 10 000 fois de plus que 1500 pour se retrouver, gagnant à la fin. Alors, est-ce que tu serais d'accord avec ce que je viens de te dire, là, que le moment de... Moi, quand je dis à mes athlètes, quand vous montez sur le bloc, vous allez créer une performance qui est unique.
J'ai appris ça avec François Bigrel, qui est un de mes mentors et professeurs à l'époque, aujourd'hui, toujours d'ailleurs, toujours mentor. François qui disait ça, que justement, c'était un moment unique et que chaque performance était unique. Est-ce qu'on peut parler de création? Ouais, sans qu'on en ait complètement la conscience, en tout cas pas de création artistique qui doit rester. C'est la création instantanée, c'est un mélange de... Il faut que dans le déclenchement, il y ait tout l'apprentissage, tout le vécu, ce que tu as appris, ce que tu as déjà fait et ce que tu veux faire. Donc, c'est la réunion de tout ça avec, en plus, chez nous, un défenseur qui donne des fautes pistes, conteste des choses. Il a eu un scouting report. Tu sais aussi comment il défend. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui interviennent aussi. Le QI peut servir, le QI basket, et l'instinct parfois dépasse le QI, parfois le QI bat l'instinct. C'est souvent un moment du match, ça peut être changé par le cardio, ça peut être changé par un coup tactique, si ça avait une trappe, quoi au caisse. Kawhi Leonard, il a pris, alors oui, le shoot, il tombe dedans avec de la réussite, puisqu'il touche 4 ou 5 fois le cercle, mais il a pris le shoot qu'il voulait prendre. Donc, elle est là. Il a créé son shoot, il est allé dans une zone à peu près de confiance. Il y a eu un vague switch, une erreur d'un joueur, c'est Joe Simmons qui s'arrête. Il s'arrête parce que Embiid y est. Ouais. J'ai beaucoup regardé cette action parce que je me suis dit au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est le Big Joel qui fait la connerie en y allant et l'autre il s'arrête. Alors ils peuvent y rester à deux, pourquoi pas, puisque le chrono était en train de mourir. Tourne, ouais. Et c'était sans doute la solution. Mais quand tu as un mec qui prend, normalement, tu laisses l'autre. Voilà. Jacques, j'aime bien comment tu revois l'action. Je suis content que tu l'aies regardé plusieurs fois parce que moi je suis pas joueur de basket ou entraîneur de basket, mais je l'ai regardé aussi. Tu es le coach, tu dois un peu t'arracher la tête quand même, un petit peu, sur cette action-là. Parce que tu as le choix de décider d'y aller. Moi je pense qu'il faut y aller à deux parce qu'il reste 2 secondes, 1 seconde et demie. Ouais, mais clairement, il est pas mal placé, Ben Simmons. C'est un excellent défenseur. En plus, si tu vas plus loin dans l'analyse technique, il dérive à droite. Donc Ben Simmons, il est gaucher. Il est facile de la main gauche. Quand un joueur dérive à droite pour intervenir sur son shoot, tu es sur la bonne main. Tu ne vas pas être croisé avec ta main droite. Tu vas être corps face à face à lui. Donc il y a tout un tas de petits paramètres qui me font dire que jamais le Big Joe, qui fait une connerie, mais comment dire, c'est de la bonne volonté, hein, attention. Mais c'est une connerie, il ne doit jamais y aller. Après, ça touche partout. Mais Kawhi, il va dans un endroit où c'est un shoot à lui. Même s'il est dur, même s'il est en arrière, mais c'est un shoot à lui, côté droit. Il a le temps de la prendre en plus comme il veut. Voilà, il va s'ajuster. Il y a des joueurs comme ça. Michael Ray Richardson, pour moi, Larry Bird, pour d'autres, Michael Jordan, Kobe. Tu es sûr que la balle, elle va partir en l'air. Tu es sûr qu'elle partira, il prendra le shoot. Et que tu auras le temps de jouer le rebond derrière, ou presque. Alors, on parlait de QI et instinct. Est-ce que toi, dans ton coaching, tu étais capable d'adresser à tes joueurs ces parts-là de la performance? C'est-à-dire, comment est-ce que tu partageais, comment est-ce que tu coaches ça? Comment est-ce que tu coaches QI et instinct, ou comment est-ce que tu encourages à choisir l'instinct au détriment du QI? Alors, je vais te donner un exemple. En défense, par exemple, si tu expliques à un mec ce qu'on appelle le stagger, c'est-à-dire tu as la balle qui est côté droit, à l'opposé, il y a 2 écrans un peu en verticalité, ça remonte et soit ils font un curl pour revenir à l'intérieur, soit ils sortent à 3 points, soit ils fade en reculant, enfin bref. Et tu expliques tout ça toute la semaine. Toute la semaine, tous les 3 jours, parce que si tu joues tous les 3 jours, sur 2, 3 séances, tu vas expliquer les options, ce que tu veux, être dans le short, toucher le mec, contester, ralentir, enfin tout un tas de choses. Tu développes le QI de ton mec. Le match commence.
il est battu à chaque fois sur ça. Pourquoi? Parce qu'il sait. Parce qu'il sait. Ah ouais, je sais, mais ouais, c'est ma faute. Non, non. Alors que s'il ne sait pas, peut-être que son instinct va faire qu'il va rester au contact du joueur, s'accrocher comme il le fait d'habitude. Donc, quand tu donnes l'information, tu développes le QI, tu le renforces, tu dois faire aussi un truc pour conserver son instinct, son côté naturel de contact, de dureté. Il ne faut pas croire que rendre plus intelligent rend le sportif meilleur. Il y a bien sûr que si on arrive à allier les deux, c'est parfait. Mais il arrive souvent que la nature physique des jeux d'opposition soit déterminante. En natation, un mec, pour partir du plot plus fort, il a beau avoir fait des squats, changer son positionnement, si il est distrait, pas focus, et ben, toute la technique, elle aura été battue par le côté j'ai oublié de rester le petit animal que je suis. Voilà, c'est toujours une ligne de faute. Trop d'informations peut tuer une attitude. Et on le retrouve dans les équipes où les mecs discutent après avoir pris un panier. Ah ouais, mais t'aurais dû être là. Ah ouais, ça c'est à la vidéo, ils ont vu que ce que les autres devaient faire. Mais ils n'ont pas vu ce qu'ils devaient faire eux. Et ils sont juges de ce que les autres doivent faire avant de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler, à savoir ce qu'ils doivent faire eux. C'est toujours une ligne de faute. C'est pour ça que tous les staffs américains, ça peut paraître débile d'avoir autant de mecs sur le banc, Chacun mais au moins, il y a des gars dédiés et qui rappellent aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire. Tu sais, j'ai un de mes collègues, là, je l'appelle mon directeur artistique, Thomas Trabariès, qui m'a donné quelques questions pour aujourd'hui. Thomas, je le salue, qui m'a raconté une anecdote récemment de Phil Jackson, qui ont un match qui perdent, qui est un peu serré à l'époque. Je pense que c'était aux Lakers sur Chicago. Je suis plus trop sûr, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est juste qu'ils perdent ce match et il prend un time-out. Il reste 2 minutes. Et dans le time-out, il dit rien. Il ne dit rien. La game reprend. Il gagne le match. Et la question après, c'est qui s'est passé? Vous avez pris un time-out? Pourquoi vous avez rien dit? Qui s'est passé les communications avec vos joueurs? Ben, en fait, ce qu'il dit derrière, c'est que ils avaient observé que le coach d'en face parlait énormément et donnait énormément d'informations à ses joueurs. Et en fait, il a pris le time-out pour qu'il leur en donne encore plus et qu'il se retrouve un petit peu moins instinctif, plus dans la règle et dans le jeu formaté qu'un coach ne veut pas absolument voir tout le temps, quoi. Donc, ça a tourné la game à leur avantage. Je trouvais que c'est une belle petite anecdote. C'était déjà arrivé, des trucs comme ça, toi? Pas typiquement de prendre un temps mort pour ce cas de figure-là, mais limiter ce qu'on peut dire, on reste sur ce qu'on a décidé. Moi, j'avais des concepts où, par exemple, j'ai toujours pensé que mon équipe devait plus courir que l'adversaire, que ça devait partir. Alors, ça, bien évidemment, c'est pas de l'athlétisme, hein, mais des petits repères comme ça rassure un groupe d'avoir des convictions fortes. J'ose pas dire certitude, parce que certitude, c'est jamais bon, mais des convictions très fortes pour revenir, notamment pour faire des rallyes. Une équipe qui peut perdre dans un moment du match et mener, pour qu'elle revienne, il faut qu'elle ait des vertus. Et ces équipes-là sont particulièrement agréables. Les équipes qui ne sont pas agréables à coacher, c'est les équipes fragiles, qui sont talentueuses, qui t'emmènent là et que tu sens que ça peut tomber à tout moment et se faire glisser. Ça, c'est de l'équilibrisme. Là c'est... Ça, c'est du coaching. Ça, c'est du coaching. Et je suis content que tu parles du talent parce que ça va nous amener à la prochaine question. Mais vas-y, continue, excuse-moi. Mais dans tous les sports, même les sports individuels, moi, quand j'étais joueur, il y a des coachs qui te racontaient des histoires dans le vestiaire, qui te persuadaient que de toute façon, quand tu sortais du vestiaire, tu étais persuadé que tu allais gagner. Je dis pas qu'il faut le faire, c'est pas la méthode Coué. On n'est pas idiot, mais donner des raisons objectives. Les mecs, vous allez bien travailler.
rassurer les gens. Philippe Lucas est connu pour ça. On peut tenir des propos décalés aussi, moment de compète. Moi, je me souviens, j'ai accompagné Laurent Foirez de 16 ans à 25 ans. Donc, la première fois que je l'ai mis en Coupe d'Europe dans un match de phase finale, pas dans un match de groupe, dans un match coup près, je l'ai regardé, je l'ai accompagné, je l'ai mis sur la chaise, enfin, il s'est mis sur la chaise pour le changement. Il était blanc comme le maillot. J'ai dit, c'est un bon soir pour être bon. Voilà, tu dis des choses comme ça. Tu peux teaser les joueurs, tu peux piquer les joueurs, tu peux faire de l'humour, tu peux avoir des gimmicks, des repères. Quand on les voit qui se checkent dans tous les sens, les sportifs ont besoin de se toucher aussi. Mais le hug, quand on est dans le vestiaire, quand tu leur parles, tu rappelles les grandes consignes qu'ils ont leur rabâchées, qu'il y a de l'émotion, qu'ils entendent la salle qui est pleine, ils ont fait le prééchauffement, tu vas pas faire long, ça sent un petit peu, ça transpire, ça souffle. Et si tu les remontes un petit peu par rapport à l'enjeu, par rapport à ta nature de coach, où moi j'aimais bien que les mecs, ils sachent où ils allaient quand ils y allaient, tu les entends souffler, leur rythme de leur respiration, tu te dis, bon, ben là, je vais faire court parce qu'il faut les lâcher, ils attendent que ça, ils attendent que ça. Et quand tu tends le bras et qu'ils arrivent et qu'ils prennent et que là, ça postillonne dans toute la chambre, ça ouvre la porte et ça braille, voilà, tu sais qu'ils y sont. Est-ce que tu penses qu'il y a... Ça braille pas d'ailleurs, ou que ça braille pas. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui overcoach pour se rassurer plus qu'autre chose? J'en vois qui contrôlent beaucoup leurs émotions maintenant, c'est la grande mode. Alors, je dis pas qu'on doit être Bobby Knight, c'est fini. Bobby Knight, la référence, ceux qui ne savent pas, grand coach universitaire, Indiana, si je me trompe pas. Indiana, ouais. Et qui veut jeter des chaises en plein match. On essaiera de retrouver les Une images. fois, il a été violent, il a été très violent. Très violent. Mais il y avait des coachs beaucoup plus velléitaires. Maintenant, c'est un peu la société qui a changé, comme on dit ça, du tennis. Je veux dire, le trash talking de Michael, de Larry Bird. Ça s'est aseptisé. Il passerait plus maintenant. Bill Laimbeer, c'est Hannibal Lecter pour les lecteurs, pour les gosses de maintenant. Donc, voilà, il faut avoir ce recul-là, mais partager l'émotion, on est comme on est. Frank Vogel est moins extraverti que d'autres. Steve Nash est dans une posture calme. Greg Popovich, il est calme comme ça, mais tu sens que c'est un pouillon à l'intérieur. C'est un volcan terrible et qu'à tout moment, ça peut péter en l'air. Quinn Snyder, on voit que c'est une pelote de nerfs. Pat Riley, il poussait des belles gueules lentes. Moi, je trouve qu'un des plus équilibrés en ce moment, c'est Eric Spoelstra, on n'en parle pas assez d'ailleurs de lui. Ouais, qui est vraiment en contrôle de ce qu'il fait. Monty Williams aussi, avec lui, un parcours humain terrible, hein, le décès de sa femme, etc. Ton parcours d'homme t'amène à être à des moments différents. Chacun évolue. L'homme est toujours plus important que le coach. C'est super beau ce que tu dis, c'est génial parce que ça s'apprend pas dans les formations. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent être un autre entraîneur, qui essaient d'être un autre coach. Et enseigner à des coachs d'être un autre coach, je trouve ça impossible. Je veux dire, sois toi-même déjà pour commencer. Et puis, keep that in you, garde ça vraiment en toi très fort. Parce que c'est ça qui doit t'amener. Et quand je te dis tout à l'heure que le Jacques Monclar que je vois à la télé quand j'ai 16, 17, 18, le Jacques Monclar que j'écoute ou le monsieur avec qui je parle aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le même. Hein. Bon, il y a de la sagesse, on a quelques cheveux plus grisonnants qu'avant, mais le charisme, la personnalité reste la même. Les cheveux blancs, c'est d'avoir coaché Laurent Sierra, ça fait Médaille d'or olympique de Sydney, Laurent Sierra, attention quoi, attention. Médaille d'argent, pardon, désolé. On la voulait la médaille d'or. Meilleur marqueur de la finale. Meilleur marqueur de la finale, quand même, s'il vous plaît.
Alors, Voilà. prochaine question. Alors, c'est une question de Thomas. Comment est-ce que tu définirais le talent? Alors, on va entrer dans une discussion. Tu sais, moi, je suis pas un believer du talent. Je parle plus de potentiel, mais bon. Comment est-ce que tu définirais le talent? Le ou les petits plus chez les jeunes, et comment tu procéderais pour faire la détection aujourd'hui? Ben, il y a l'injustice du talent. Alors, le talent, moi aussi, je suis très partagé sur l'appellation. Enfin bon. Euh, il y a l'injustice, mais il y a le physique. Je veux dire, on va être clair, si tu es petit, lent et que tu n'es pas malin, faut pas jouer meneur au basket. Voilà. Ouais, mais être malin, est-ce que c'est un talent? Euh, Oui. Dans la définition du talent vulgaire tel qu'on l'a aujourd'hui, le talent, moi, j'ai un peu l'impression que c'est galvaniser. Enfin, c'est comme pas respecter la performance Le ou talent, l'athlète ben, en disant que c'est acquis, quoi, genre, tu vois. le talent, c'est insuffisant. Le talent, il ne doit pas faire peur. Moi, j'adore quand les gens ont du talent. Mais il ne doit pas. Est-ce que c'est un talent d'être capable de s'entraîner tous les jours 4 heures par jour? Je pense que ouais, moi. Eh ben ouais. Donc, mais celui-là, le talent, on l'oublie. Non, le talent, c'est la brillance. Je suis pas d'accord avec ça. Si on parle du talent comme ça, c'est insuffisant. Le talent, c'est pas la brillance. C'est pas être élégant. C'est pas être élégant. Le talent, c'est bien faire les choses. C'est avoir une bonne exécution. C'est avoir une bonne hygiène de vie et travail invisible, etc., etc. C'est être assidu, aimer ce qu'on fait. Et le talent, c'est progresser. Si le talent, c'est avoir un don de vitesse, si le talent, c'est avoir une élégance, une allure, une... Non, non, non. Euh, le premier des talents, pour moi, c'est la capacité à travailler. C'est celui-là, le premier des talents. Comme ça que tu vas te développer. Bien sûr, tu vas développer quoi? Tes qualités. Et ces qualités, c'est ce que certains appellent le talent. Euh, Au basket, il faut jouer des deux côtés du terrain. On va me dire, il a du talent en attaque. Je dis, oui, on fait quoi de l'autre côté? Ça m'énerve un peu. Ah, lui, c'est un bon joueur, c'est un two-way player. Oui, enfin, c'est un joueur, quoi. Il joue des deux côtés. Nous, c'est pas comme moi. C'est pas rotation, attaque, défense. Donc, il y a parfois la multiplication, et je ne critique pas, hein, il faut, c'est très bien qu'il y ait des grosses communautés avec des avis qui divergent, avec tout. Parfait. Moi, c'est cool pour moi. Pas de souci avec ça. Mais ça amène à. On va chercher des trucs. Vous allez me dire quel est le talent de Fred Van Vliet. Excusez-moi. Vous avez Ouais, bon exemple. un mec qui ressemble plus à un Flintstone qu'à quelque chose C'est d'autre, vrai, c'est vrai. qui shoot, qui part en avant, qui a des appuis décalés de percheron ou de trois quarts centre à la Mathieu Bastaro. Et le grand, il va peut-être et probablement être All-Star, en tout cas, il le mériterait. Ouais, il va l'être. Voilà. Il va l'être, ouais. Ah, ouais, probablement, je lui souhaite. C'est un truc incroyable. Il sort de Wichita State. Voilà, voilà. Il est quasiment franchise player à Toronto. Et qui est dans le play-in 7 ou 8e ou 6 ou 7e à l'Est. C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'en est un autre qui est vraiment intéressant. Je connais très bien Nick Nurse. On est bien copains. Et en début de saison, je voyais ce qu'il disait. Il disait, moi, je veux qu'on soit l'équipe qui joue le plus dur. J'avais regardé son effectif. Quand même, il va en chier grave. Très physique, ouais. Et puis, eh ben, penses-tu, ils avancent, ils cavalent dans tous les sens, il arrive à inventer des joueurs. Moi, je suis toujours respectueux des coachs qui inventent des joueurs. Alors, certes, il y a un énorme volume dans notre sport de talent, de potentiel, de garçons qui peuvent passer à côté. Il y a des mecs qui peuvent. Alvarado, là, qui a fait un carnage au Garden, le petit Alvarado des Pelicans, il aurait pu atterrir à Antibes, Bourg-en-Bresse. Hein. Pareil, pareil. Ça, c'est la grande loterie du recrutement des agents, de tout ça. Au moins, chez vous, il y a le chrono. Ouais. Il y a le chrono qui fait foi. Ouais, c'est un repère. C'est un repère. Ça aide quand même.
Ça va être quand même. Pour parler d'un petit peu plus d'aujourd'hui, des temps d'aujourd'hui, on a un truc qui rentre dans le coaching, dans notre vie sociale, c'est les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, j'avais une autre question là-dessus. Une autre question là-dessus. Quel, quel avis aurais-tu sur la gestion d'une équipe, d'un groupe à l'ère des réseaux sociaux? Parce qu'à ton époque, c'était moins le cas. Ok. J'ai pas eu, moi. Et la potentielle multitude de déclarations qui accompagnent tout ça, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour éviter au maximum des retombées négatives, d'après toi? Ça serait quoi tes stratégies aujourd'hui si tu devais dealer avec ça, quoi? Parce que ça fait partie de notre truc. Nous, on avait peut-être autre chose génération d'avant, vous aviez autre chose. Bon, d'abord, moi, les 2 dernières années de coaching, j'avais fait mettre dans le vestiaire téléphone interdit. J'en pouvais pas. Euh, J'avais du mal à aller voir devant leur casier, scotché sur le téléphone. C'était la grande évolution. J'avais du mal à ce que quand ils soient chez le kiné, à la fin, ils aient les écouteurs ou le casque. Je comprends qu'on aime la musique, je suis le premier à en écouter. Mais je trouve que ça enlève le rapport. C'est un mec qui te masse. Alors oui, ça peut être de la concentration, mais ça peut être aussi de la communication avec ton ostéo ou ton kiné qui te masse. J'avais du mal avec tout ça. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire parce que, à l'heure actuelle, parce que ça fait partie du fonctionnement, c'est à eux de se cadrer. On peut leur donner des infos, on peut leur dire de faire attention à ce que leur femme, compagne, frère, sœur, père, mère, qui tu veux, ami, va tweeter en faisant croire que c'est d'accord avec lui, c'est plutôt l'entourage aussi. Si tu commences à les coacher beaucoup là-dessus, tu vas être obligé de coacher leur entourage, c'est un circuit sans fin. C'est un circuit sans fin. Il faut juste espérer que l'intelligence se mêle à tout ça. Et toi, ce que tu peux faire, c'est donner des infos. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est se prendre un petit retour de bâton de temps en temps. Après, s'ils salissent l'image de l'équipe, s'ils trahissent le code, les codes de l'équipe, si ils font du dégât par rapport à l'institution, que ce soit le club, la fédération ou la ligue, là, c'est différent. S'ils règlent des comptes personnels avec des arbitres, des agents, des ci, des ça, là, ça devient différent. Ça peut rentrer dans le cadre de, de, de sanctions, de sanctions. Hein. Mais oui, ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile. Moi, perso, je n'ai que Twitter, qui me sert bien pour le travail, qui est un peu hater par moment, mais c'est aussi une belle source d'information. Quand je clique sur les beatwriters de Charlotte, de San Francisco, de Denver ou de Utah, ben, j'y suis direct de faire des recherches sur Internet pendant X temps. Donc, Mhm. ça va plus vite. Ok. Alors, c'est vraiment un truc. Moi, je trouve que ça nous Ça me permet. c'est très différent. C'est pas Ouais. évident. C'est un challenge. Faut l'accepter parce que c'est leur truc, mais ils mettre des limites un petit peu. Essayer de le. Les rendre intelligents, Ouais. c'est bien de communiquer. Et puis les gosses, sans parler de ce qui se passe avec la pandémie, on a quand même des gamins, ça fait 2 ans maintenant, des pitchouns qui ont des masques, que ben, ils sont déjà privés de pas mal de choses, quoi. Les ados. Je comprends qu'il y ait de plus en plus de gens là-dessus. Moi, je le vois, je fais un truc qui passe qui s'appelle Overtime, en plus de l'émission que je fais toutes les semaines. Voilà, puis c'est bien d'échanger. J'aime bien ça, moi, j'aime bien communiquer, dire ce que je pense de choses, et puis à ma manière. Je, je, c'est issu d'une réflexion personnelle, On, bonne ou pas bonne. on peut s'en servir de façon positive alors. On peut s'en servir de Voilà. façon positive. Mais il y a Tariq Abdelouad et Mustapha Sonko qui me disaient que les jeunes aujourd'hui, ils sortent de l'entraînement. Il y a plus de. Ils arrivent, ils sont sur leur téléphone, ils sortent de l'entraînement, ils sont tout de suite sur leur téléphone. C'est-à-dire que la vie qu'on pouvait créer autour de l'entraînement est différente aujourd'hui, quoi. Est très différente. Ils vivent pareil. Moi, je prends l'exemple de mon groupe d'athlètes aujourd'hui. Oui, ils sont sur les réseaux sociaux. Oui, ça vit. On a le regard qu'on a, mais je trouve qu'ils vivent quand même leur truc. C'est difficilement comparable en fait à ce qu'on a pu à ce qu'on a pu connaître. C'est une autre méthode, c'est une autre approche, mais c'est la leur. Donc c'est respectable. Il faut faire avec. De temps en temps, leur dire. Hein, moi, j'ai eu 3 garçons. Euh, j'ai 3 petites filles. Je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, parce que vous voyez Xavier, Rémi, Marie,
bien sûr, mais à l'édition, il peut y avoir des gamins. C'est pas le même rapport. Après, c'était mieux avant, pour moi, évidemment, mais il y a des avantages à vivre maintenant. Ouais. Hein. Il y a des choses qu'on. Alors, c'est vrai que tout va très vite. Moi, le c'était mieux avant. Il y a par moment, mais je peux me le faire. C'était mieux avant si je veux voir un vieux film, si je veux aller voir des monuments, si je veux visiter des trucs ou de la musique, ben, je peux. Et puis à moi tout seul, je me fais plaisir, quoi. Voilà. Mais je dis pas pour les gosses de maintenant, j'aime bien leur faire partager ce qu'on faisait, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on a vécu, que jusqu'en 1981, il n'y avait pas de radio libre, que jusqu'en 1980, encore pareil, bah, Canal+ n'existait pas et à 11h30 ou à minuit, il y avait le truc de l'Eurovision avec l'Amir. Voilà, Ouais. c'est comme ça. Voilà. Ça a évolué tranquillement. Toi, par rapport à la place du coach aujourd'hui dans sa latitude d'action, ok? Par Ouais. rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que tu penses que le coach a perdu du terrain ou il en a gagné par rapport aux décennies passées? C'est encore une question de Thomas. Alors, ça dépend des endroits, ça dépend de la manière qu'a le président de fonctionner. S'il aime parler directement aux joueurs, c'est tout de suite une fissure dans le mur que tu vas établir. Euh, Ça dépend des endroits, ça dépend des personnalités de dirigeants et de coachs. Mais globalement, je trouve qu'en France, ça reste un métier très méprisé. Euh, En Italie, en Espagne, quand le coach arrive dans le terrain, sur le terrain, ou dans une arène, il y a applaudissements, mystère, le mystère qui arrive, c'est toujours un moment. En France, tout le monde croit pouvoir. Moi, quand j'étais coach, on me demandait si je courais avec eux. Voilà, à peu près. Les gens, dès que tu sors de ton milieu, hein, tu te rends compte de ça. Voilà, après nous, c'est difficile. Les réseaux sociaux, les avis sont tellement multiples et tellement diffusés que, que ça fragilise, que la communication est devenue hyper importante. Bon, par contre, je vois des coachs qui présentent des projets, des ci, et ça, ils me font doucement rigoler. Le vrai projet, alors bien sûr qu'on peut avoir l'ambition sur 2, 3 ans de gagner, mais dire dans un an on fait ça, 2 ans on fait ça, 3 ans on fait ça. Non, tu prends ce qui tu peux quand ça passe. Déjà, premier truc. On ne choisit pas les années où on est champion. On ne choisit pas quand on revient de blessure le moment où on va retrouver le niveau d'avant. On travaille pour, on fait les choses au mieux et après on avise. Mais c'est des vendeurs, c'est des mecs, ils vendraient du riz à des Asiatiques. Enfin, ça me fait rigoler. Enfin, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Euh, on est dans un métier où il faut gagner le prochain match. That's it. That's it. Puis si Le t'en code perds trop, tableau. t'en perds trop, ta job est à risque, hein. Oui, c'est un métier précaire. Après, c'est un métier assez bien payé. C'est un métier passionnant. C'est un métier qui rend fou. Euh, c'est un métier qui rend fou et qui est loin d'être en dehors parce que je suis devenu consultant et pendant un moment, j'étais conseiller des présidents au club de Levallois, qui est devenu Boulogne-Levallois. Et je voyais s'agiter Grégoire Beugnot, j'ai vu les débuts de Freddy Photo que j'avais mis en place, un peu Antoine Rigolo. Et il faut respecter ce que font les gens, mais tu te dis, avec le recul, tu n'as pas la même vision. Quand tu n'es pas dans la lessiveuse, tu n'as pas la même vision. T'as pas la même vision. Après, le coach, vous, dans la natation, j'ai le sentiment que les coachs ont un rôle de boss. Ils peuvent organiser beaucoup plus de choses. Quand tu es coach d'une grosse structure, ça dépend si tu es coach et general manager en même temps. Ça dépend quel est. Tu as des. Fabrice Pellerin, Moi j'ai les deux chapeaux ici. voilà, Fabrice Pellerin, il organise ses plans d'entraînement, ses rythmes, son organisation, sa structure, il choisit ses athlètes. Sur Toec, ce sera peut-être plus collégial.
À Marseille, idem, parce qu'il y a Romain, parce qu'il y a Julien, parce que maintenant il y a Franck, il y a tout ça. Denis Auguin, il fait un peu ce qu'il veut à Antibes. Voilà, les fonctionnements sont différents. Les fonctionnements sont différents. Michel Chrétien, à l'INSEP, fait fonctionner avec les entraîneurs nationaux. Là, maintenant, il y a Jaco Verhaeren qui chapeaute tout. C'est une nébuleuse, les coachs de natation. C'est pas, j'ai pas nous, par exemple, aux États-Unis aussi, moi j'ai été créateur du syndicat des joueurs, j'ai été 2 fois le président du syndicat des coachs. Je ne comprends pas que dans un sport comme la natation, il n'y ait pas au moins une association de haut niveau pour les coachs. Ça, c'est hallucinant. Ça existe ici. Ça existe. Moi, j'ai été président de l'association des coachs ici au Québec et sur le board member sur l'association des coachs nationale ici au Canada. Je comprends pas qu'en France, j'ai fait venir des Français, des potes ici, participer à des conférences, etc. Ils hallucinaient sur les colloques qu'on organisait, les rencontres qu'il y avait. Ça n'existe pas en France. C'est complètement hallucinant, ça, en fait. Il n'y a personne qui le fédère. Enfin, chez nous, il y en a toujours. Au handball, ça a été Thierry Anti. En rugby, ça a été Serge Simon. Au niveau des joueurs, au niveau des coachs, enfin, je veux dire, tu organises des rencontres, tu as une vie autour de ça et tu représentes un pouvoir auprès des instances. C'est bien beau de critiquer, mais il faut proposer aussi. Et pour proposer, il vaut mieux qu'on propose ensemble. J'ai eu dire que dans le football, parce qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui s'opposaient un peu au système fédéral, que les communications, c'est Thibault Leplat, journaliste à SoFoot, RMC, etc., qui me partageait ça avec moi, qui me disait que les coachs partagent de plus en plus. Il y a de plus en plus de ramifications qui se font entre les clubs, ils échangent entre eux, etc. Donc ça commence à prendre forme. Alors tu dis, on s'en va vers la fin tranquillement, je veux pas prendre plus de ton temps, j'ai allez, 3-4 questions max. Tu sais, tu parlais que ça rend fou, puis moi je connecte avec toi. Tu me dis que ça rend fou. Bon, moi je te disais tout à l'heure brièvement, ça fait quelques années que j'attendais de redevenir entraîneur-chef. Là, finalement, je peux commencer dans mes nouvelles fonctions depuis 6-8 mois. Mais depuis 6-8 mois, à chaque fois que je me réveille la nuit, je m'en rendors plus. Parce que je suis possédé par, comme dit Claude Fauquet, par mon œuvre d'art. En fait, tu veux créer quelque chose, et quand tu es en mode création, tu es obsédé. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est super difficile ça rend fou parce que tu es habité par ça tout le temps. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves des échappatoires, lecture, course, vélo, je ne vais pas dire nager. Quant à Claude Fauquet, moi je compare ça plutôt à monter un arbre. Et c'est long, le développement d'un arbre. Et il s'en passe des choses. Et il y a des saisons. Alors, ces saisons, elles peuvent être différentes. Elles peuvent t'enlever des trucs, mais elles te donnent de la force. Et puis, elles te rendent plus fort pour après. J'aime bien le principe de l'arbre. Ouais, c'est ça. Après, dormir, on dort pas pareil. Le problème, c'est que quand t'es joueur, tu prends ta douche, tu passes à autre chose. Quand t'es coach, même si tu prends une douche, et ça m'est arrivé souvent. Parce tu penses à autre chose sous la douche. Déjà, même quand tu es champion, le lendemain, quand tu te réveilles, et parfois la tête un peu lourde, tu sais que les emmerdes commencent parce que tu as gagné juste le droit de payer plus cher tes joueurs et d'accéder à un niveau supérieur où toi, il faut que tu en prennes d'autres pour être encore plus fort. Donc, c'est une équation parfois compliquée. Ou alors, tu sais que tu vas perdre tes joueurs et que tu les as bien formés et que pour garder le même niveau, et ben, il va falloir ou en reformer, c'est long, ou recruter, c'est du boulot. Et voilà, quoi. Est-ce que ces moments de folie te manquent un petit peu? Absolument pas. Absolument pas. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler techniquement, voire même à faire des séances avec certains. J'en ai eu fait avec Nico Batum, avec mon fils Ben, qui est encore pro. Ils sont de la même année d'ailleurs, qui joue en Antibes, qui est revenu en Antibes. Des corrections, j'adore le coaching individuel, mais m'infuser une équipe avec des dirigeants, avec les réseaux sociaux, les forums, les grands avis, les intelligences ultimes autour de moi. C'est dur. C'est beaucoup de gestion humaine. Hein. C'est énormément de gestion humaine.
Ouais, il faut faire attention à ne pas tomber dans devenir une assistante sociale non plus. C'est la ligne de faute. C'est la ligne de faute. Euh, Si tu fais que de l'humain, obligatoirement, le temps que tu passes à ça, eh ben, tu ne passes pas toi, un lever de coude ou un virage à travailler ou une respiration au point en moins à prendre ou que sais-je. Les détails qui font et défont les victoires. Tu connais ton sujet, hein. Vraiment, tu as été bien, bien briefé, bien développé là-dedans, hein. Ah, Franchement, c'est bon. moi, quand je nage, Sophie, elle me dit ton coude. Alors j'en déduis qu'il faut avoir le coude. Ça me manque en ce moment de ne pas nager. Ça me manque en ce moment. C'est un peu compliqué avec le Covid, c'est pas évident. C'est Alors, comme je c'est pas disais, ça. C'est pas ça. C'est parce que je nage qu'en plein air. Dans les piscines d'été, je ne vais pas à une grande piscine. ah ouais, non, Je mais monsieur nage en plein air. Ok, d'accord. Ok, non, mais on parle d'une autre catégorie. Ok, d'accord. Toi, tu veux y aller quand les conditions sont remplies. Quand les conditions sont remplies. non, non, non. Quand je suis un peu tout seul. Voilà, On va parler NBA rapidos. Puis avant de parler NBA, j'ai un petit message de Moustapha Sonko pour toi. Parce que j'ai texté mes contacts. Et Mousse me disait, bon, commentateur hors pair, rien à dire. Et il m'a dit de te dire qu'il attendait encore ton coup de téléphone. Voilà, j'ai juste passé un message. et en plus, cet escroc, il m'a appelé, évidemment, c'était pour me demander quelque chose. Euh, je vais lui envoyer. Ok, Je vais ok. Le message, En tout cas, sache que tu es apprécié. Sache que tu es apprécié. J'ai posé la même question à Tariq. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas trop, donc il voulait pas parler de. Mais Mousse, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide, assez rapide aussi. Alors, la NBA, on arrive à mi-saison. Le All-Star Game arrive. Euh, Aujourd'hui, il me paraît très très difficile de détacher un favori parce qu'ils sont tous un peu bancals. Ils sont tous un peu bancals. Moi, mon coup de cœur, honnêtement, avant qu'ils se blessent et que ça soit un peu le chaos, je trouve qu'ils sont bien renforcés. Mon coup de cœur, c'est Utah. Comme à chaque année, je trouve qu'ils progressent. Le Jazz, ils ont pas mal les ingrédients il leur manque pas grand-chose pour taper à la porte des grands, j'ai l'impression. Euh, je te dirais que à Vegas, les Lakers sont pas favoris. C'est plus Milwaukee qui l'est aujourd'hui. Les Nets le sont au complet s'ils sont au complet. C'est dur de lire dans une boule de cristal. On veut pas aller dans les jeux des pronostics. Mais si on doit avoir trois équipes qui se retrouvent au top à l'est et trois à l'ouest, tu me mettrais ça dans quel ordre ou comment? je pense quand même qu'il y a, il y a, il y a une équipe qui est totalement dans la continuité de ce qu'elle a fait l'année dernière. C'est Phoenix, t'en porte une couleur, presque. C'est fort. Euh, C'est fort. Ouais. il dégage une sérénité. Quand il y a des absents, il trouve des solutions. Les mecs qui arrivent, comme Bismack Biyombo, ils s'éclatent. Ça, c'est C'est aussi arrivé là. bonifié. Tout ce qu'on leur amène en plus, ça devient un bonus. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Monty Williams fait un super boulot. Chris Paul, c'est de l'or en barre. Le petit Booker, il se développe. Michael Bridges, ça progresse aussi. Cam Johnson, c'est bon. Enfin bref, DeAndre Ayton, c'est un os. Bon, il est blessé. Donc, eux, oui. Et alors, à l'ouest, les Warriors vont finir par revenir. Quand Draymond Green va reprendre du niveau, va revenir, ils vont reprendre un T'as niveau. Wiseman qui va revenir aussi. Ouais, alors lui, il faut qu'il montre des choses, mais effectivement, puisqu'ils ne vont pas prendre de pivot, c'est qu'ils tombent là, ils comptent là-dessus. Je suis très déçu, moi, contrairement à toi, de ce que fait Utah depuis un mois et demi. Je pensais qu'ils pouvaient être champions cette année, et je trouve qu'ils jouent très bêtement. Ils pensent qu'il a shooté à 3 points. Dès que Rudy n'est pas là, il n'y a pas un mec pour défendre. Il joue pas avec lui. Il joue pas avec lui assez, je trouve. Je t'ai perdu. Non, non, bouge pas. Voilà. Alors, c'est des coups de fil intempestifs. C'est pas grave. Des trucs publicitaires. Non, je suis très déçu de ce qu'ils font. Ils sont en ce moment, ils se font découper par tout le monde. Rudy absent, aucune défense. Royce O'Neal est un échec au poste 4. Rudy ne joue pas assez. Conley, qui était lui un défenseur, n'est pas efficace. Bogdanovic, Ingles, ça ne défend pas trop. Et Donovan Mitchell, apparemment, autour de lui, son entourage est compliqué. Il pousserait à quitter Utah. Je ne pense pas qu'ils y vont au bout.
Je pense même que s'ils continuent à perdre, Quinn Snyder risque d'être en péril. Donc, je ne les mettrai pas. Alors après, bien sûr que j'ai envie de mettre Memphis, parce qu'ils ont un basket, il y a 2 équipes comme ça, c'est Memphis et Cleveland, des petits marchés où il se passe quelque chose. C'est fort, hein, Memphis. Ja Morant, puis l'équipe, là, c'est solide, hein, franchement. Ouais, puis alors lui, le Ja Morant, il est distrayant. Non, j'aime beaucoup. Bon, on ne peut pas éliminer les Lakers comme ça, donc je vais laisser un peu ouvert aux Lakers. Même avec un Westbrook qui shoot 19% à 3 points et qui connaît qu'une vitesse, la 7e. Ça, c'est pareil, ça fait partie de l'acharnement un peu parfois des médias. Il faut m'expliquer quand même, Russell Westbrook, on le connaît, on sait qui il est. Quand on le prend, on le sait, tout ça. Donc on fait une équipe en fonction de ça aussi. Westbrook, oui, il ne va pas mettre dedans un 3 points, mais s'il a envie, il peut en mettre. Et puis s'il est cadré, je veux dire, c'est un joueur de haut niveau. C'est LeBron qui l'a voulu, qu'il se l'infuse et qu'ils organisent le jeu, ou alors qu'ils le trade. Mais c'est pas Westbrook tout seul qui a fait que les Lakers soient à 50% victoire-défaite. Hein. C'est pas lui tout seul. Non. Lui, c'est un peu lui Donc, qui mange, c'est un peu lui qui mange tout en ce moment, quoi. Mais bon, ouais, mais alors pourquoi il le laisse sur le terrain à la fin, dans les fins de match? Il n'a qu'à l'enlever. il a sorti là, il y a pas longtemps, il l'a pas mis dans la 4e, je pense, ou la fin de la 4e. En ce moment, il est plutôt bon. On n'en parle pas trop. Il synthétise beaucoup trop de choses. Les Lakers sont pas où ils sont uniquement à cause de Westbrook. C'est pas vrai. Hein, c'est une équipe qui défendait pas. Sans Heidi, elle défendait encore moins parce que lui, il apporte beaucoup de défense. Voilà, donc on va laisser Memphis Lakers, ça en fait 3-4 là. Et à l'Est, moi je vois quand même Milwaukee pas loin du compte à la fin. Ils sont forts. Je pense que Miami va être un poil à gratter assez exceptionnel. Mais il leur manque un Miami. J'adore Pat Riley, j'adore l'organisation, c'est solide. Polstra, pur coach. Mais Butler, c'est pas, il est fort, hein. C'est un très grand joueur, complet. Mais c'est le franchise player dont tu parlais tout à l'heure, ils l'ont pas. Ouais, mais c'est vrai, ils n'ont pas la superstar. Ils ont Butler, ils ont Adebayo, ils ont récupéré PJ Tucker, ils ont les 2 snipers, là, les 2 gamins qui panier dans tous les sens. Voilà, on verra. Attends, j'appelle mon chien. Chouko, viens ici. Ah, attends, tu me permets de. Reste dans l'émission, ça. Ah ouais, vas-y, bien sûr. Alors, ça va. Il est revenu. Je crois qu'il n'allait pas faire une connerie. Non, moi, Miami, je trouve que PJ Tucker, ça renforce la défense. Robinson, Heroes, ça peut être très bon. Butler, il peut. Alors, oui, c'est pas une superstar, mais il peut jouer les superstars les yeux dans les yeux. C'est Draymond Green dans l'esprit. Il n'a pas peur. Il a pas peur. J'ai aimé la finale contre les Lakers. Il avait peur. Il avait pas peur de challenger les Browns puis de chambrer ou whatever là. C'est un. Tucker, il va s'opposer gentiment à Durant, il va s'opposer à Giannis, à Middleton, à tous ces mecs. Donc eux, ils vont être très très chiants à jouer. Et en 3, je mets les Nets quand même, parce que si KD revient, je mets les Nets. Parce que pour moi, KD est le meilleur joueur de la planète. S'il revient de son genou, pour eux, l'idéal, c'est de finir 5e. Comme ça, ils auront Kyrie Irving. Disponible pour plus de matchs. Disponible pour plus de matchs. Et en plus, ça leur éviterait, parce que si Toronto fait les play-ins, ce qui est possible, probable, si New York fait les play-ins, ce qui est possible, limite, ils peuvent faire les play-offs, donc pas tomber ni sur Toronto ni sur New York, où là, pour le coup, Irving pourrait pas du tout jouer. Donc, ils ont intérêt à faire 5. T'imagines, toi, comme coach, gérer ça? Des matchs avec ton joueur, des matchs sans ton joueur. Moi, je me suis permis de le dire sur NBA Extra. Alors, je l'observe, voilà, typiquement, je l'observe, je m'y intéresse, mais je pense que c'est un joueur. C'est super dur. Ah non, mais là il faut, il faut devenir la zen attitude totale, là, parce que, et sans compter que de temps en temps, il faut reposer un mec. Là, Harden, il en a ras-le-bol quand on lui tire dessus. Donc, c'est lui qui joue pas. Là, il joue sans Irving, sans lui. Là, ils partent sur la route. Il y aura Harden, Irving, tu te rends compte. Jouer avec une ligne arrière comme ça, puis tu joues après avec Bruce Brown et Patty Mills. Non, mais c'est plus la même, quoi. C'est ingérable. Ouais. Sur une équipe qui aurait 3, 4, 5 ans de vie,
3 ans minimum de vie. Pourquoi pas? Parce que la méthode va pouvoir te faire des trucs. Typiquement, les Spurs. Typiquement, Miami. Miami, il a fait jouer York Seven, le Turc Homer, là, qui sort de nulle part. Fort, hein. Il a fait Max Strus, qui est bon. Il est allé récupérer Pacovi, Caleb Martin, qui est très bon, parce qu'il y a la méthode et qui se mettent dans le moule de travail, de solidité, de confiance, de hiérarchie qu'il y a au 8. Voilà. Ça aurait pris quoi je t'entends. Bah écoute, c'est super. Je kiffe. Hein. Franchement, j'adore. On passe un bon moment. Je parle basket. Tu me fais, tu me fais triper. Puis j'aime bien le moment présent. Alors je le dis. Voilà, c'est super. Je m'éclate. Moi, j'ai encore une autre, j'ai encore une autre question. J'étire un peu. Toi, qu'est-ce qui t'a manqué comme joueur? Parce que tu étais un super joueur. On n'a pas beaucoup parlé, mais on a parlé d'Hervé Dubuisson dans les années 70, 80. Je m'excuse, mais les deux gros talents du basket français, c'était toi et lui. Tu as quand même participé aux Jeux Olympiques en 84. Tu as été un des plus grands joueurs de basket du championnat de France. Tu as pensé à l'NBA en tant que joueur et... Non, on y pensait comment? J'ai eu la chance de jouer dans des bonnes équipes et de gagner une Coupe d'Europe avec Limoges aussi. Mais ouais, on y pensait quand on jouait contre les mecs. Les mecs, ils arrivaient, tu sais, à l'époque, le marché européen des Américains, c'était Espagne, Italie, France, un peu Belgique. Ça allait pas en Pologne, ça allait pas en Turquie, en Grèce, dans les pays russes encore moins, enfin, l'ex-Union soviétique. Ça allait pas en Yougoslavie. Donc, on avait des joueurs qui débarquaient, qui étaient je veux dire, le père de Tito Orford, Rich Laurel, on avait des gonzes qui sortaient de NBA qui venaient jouer contre nous. Voilà, on les jouait. Ouais, on voyait qu'on pouvait jouer, mais ça se faisait pas. C'était pas. Il n'y avait même pas l'arrêt Bosman. Voilà. Et toi, d'après toi, t'aurais pu jouer en NBA? Ouais, C'est quelque chose qui t'aurait fait rêver, ça? j'ai refusé. Enfin, j'ai refusé. J'avais une proposition pour aller à St. John's. J'y ai pas été. Avec le coach Lucardin Seca. C'était en 77. Université. À St. John's, à New York. Je n'y suis pas allé. C'était trop mystérieux. Je venais de rentrer dans la grande équipe de France. Je montais en première division avec le Racing. J'avais 19-20 ans. Bon, puis j'étais dans l'idée d'aller à Villeurbanne l'année d'après. Enfin bon, c'est un schéma de vie. Après, Georges Karl était venu me proposer, Richard Dacoury avait été d'ailleurs d'aller faire le camp avec les Cleveland Cavaliers quand il était assistant, parce qu'il avait fait un stage avec nous et on avait fait un match contre la Côte d'Ivoire, contre les éléphants, à Vittel. Okay. Quand il préparait la CAN, qui avait été coaché par Pierre Daho en 86. Il y avait Marco Mbaya, il y avait les shooters, là. Enfin bon, bref, il y avait des très bons joueurs. Et on avait joué contre eux et Georges Karl était là, il m'avait dit tu ne peux pas venir faire le vétéran camp, tu as une chance et tout. J'étais à Villeurbanne, père de famille, je ne suis pas allé. C'était bien. C'était pas vraiment dans la culture non plus, puis les portes, je dirais, étaient peut-être un peu plus fermées qu'avant. Non, c'était moi quand je suis mon papa a fait 3 fois les Jeux. 52, 56, 60. De tout petit, le plus beau maillot du monde pour moi, c'était pas les Knicks ou les Lakers, c'était le maillot de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. L'équipe de France. Bien, je suis content de. Ouais. Après, je comprends les gosses, moi. Attention, je comprends les gosses. Mais un maillot France bleu ou blanc, même rouge d'ailleurs, j'aime bien. Nice. Et puis le coach, t'es encore habillé, ouais. T'as le coq sur la poitrine. Exactement. C'est un truc, c'est le premier coq que les Français ont eu sur leur maillot. C'est Sport d'époque qui fait ça. 1905. Nice, c'est super beau. Bah écoute, moi je vais te faire un petit cadeau. Tu vas m'envoyer ton adresse, je vais t'envoyer un t-shirt d'équipe canadienne. Natation. Ça va me faire plaisir. On va mettre ça dans ta collection. J'ai vu à Rio l'éclatement de la petite Penny Oleksiak. Et je pensais qu'elle serait plus forte que ça après. Et puis voilà. Mais enchaîner, ça a été difficile. Mais elle a répondu présente quand même. Elle a gagné quelques médailles. C'est ce qu'on a vu, ouais. Puis Canadien, il y a toujours des bons relais.
Bon, tout ça, nous, on est un peu à la rue, même chez les garçons, c'est pas mal. Mais on est un peu à la rue quand même. Chez les filles, c'est court vêtu, hein, derrière Marie Wattel, un peu Charlotte, la petite Duhamel, les gamines, ouais, Pigré, tout ça, Molu. Ils ont des bons, j'ai eu le temps de les voir au championnat du monde. Je trouve ils ont quand même quelques bons jeunes qui s'en viennent. Faut être patient. Ouais, 2024, on va être pas mal. On va être moins pire que ce que je pensais, j'imagine. On a des bons jeunes qui arrivent. Maxime Rousset, Léon Marchand, Johan de Gouard, le petit Tomac, même si là, il en chie. Je ne sais pas s'il n'a pas trop fait de puissance. Là aussi, tu vois, quand je les regarde, Sophie, elle te raconterait, j'arrive à Schiltigheim, j'adore le sport. Et je regarde, elle prépare ses notes, et je regarde les bombes qui tournent. Tu regardes les comportements. Certains, quand ils arrivent, ils regardent si on les voit. Et il y en a qui sont dans leur truc. Et je lui dis, c'est qui le grand là-bas, le métis? Il s'appelle Johan, c'est le fils de l'entraîneur de Nancy, Johan Endoy. Bon, là. Je dis, ce gosse-là, il a un truc. Il a un truc en lui. C'était en 2017, je crois, ou 2018-17. Et le fait est, je lui dis en plus, tu leur demanderas combien il a d'envergure, parce qu'à mon avis, il fait un 95-16, mais il y a de 10. Il y a de 10 et à votre sport, ça aide un peu. Et il fait de 10. Et il fait de 10. Voilà, Léon Marchand, il a l'étoffe d'un champion. Là, il y en a un qui est en train de sortir, qui va faire un carnage en Olympe, c'est Sacha Belli. J'ai entendu parler. Ouais. Il est junior, hein, encore. Il est 2005, je crois. Il est 2005 et il est 25e performeur mondial. Premier junior. Bon. Il a 2 ans de plus que les autres. Lui, ça va être une bombe. Donc, chez les garçons, on devrait, avec Vicra, avec tout ça, on devrait déjà avoir un relais 4x100, 4 nages. Parce que, si tu veux, les Français, au-delà de Manodou, au-delà des Manodou, des individus, Bernard, Agnel, tout ce que tu veux, ce qu'on aime, c'est les relais. Quand notre 4x100, les relais. C'est vrai. On a cette culture du relais. Et moi, je dis ça pour eux, qui se démerdent à faire des relais parce que ça intéresse les gens. J'ai l'impression qu'on t'écoute parler, t'es plus coach, mais t'es encore coach. Hein. Tu vas être coach jusqu'au dernier souffle. Hein. Tu regardes, t'observes, t'analyses, tu sens. Il y a deux trucs qu'on dit toujours, on dit coach one day, coach always. Coach always. Et éléphant un jour, éléphant toujours. C'est bien vrai. J'aurais voulu aborder une petite partie sur la Côte d'Ivoire. Tu sais que tu as coaché un peu en Côte d'Ivoire. Je suis né là-bas. Mon père vit encore là-bas. J'ai une grosse partie de ma famille qui vit là-bas. J'ai nagé pour aux Jeux Olympiques 2 fois. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience ivoirienne? Tu connaissais sans doute avant, bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience de mes amis ivoiriens? Un grand bonheur. C'était un grand bonheur parce que je n'avais pas eu l'équipe de France. On m'a jamais donné l'équipe de France. Et j'ai participé avec les éléphants. Là, on a fait les Jeux africains à Alger. Et puis après, on est allé à la Cannes dans des conditions un peu baroques. Mais on a fait un quart de finale. Alors qu'on partait de rien. Et j'ai encore, même s'il a quitté le pays, Serge Touali qui m'a appelé. Je suis un petit peu ce qui s'est passé après. Après, ils ont laissé passer des belles opportunités. C'est toujours compliqué. J'espère qu'un jour, il y aura un président à la mesure de Didier Drogba qui maintenant s'occupe du foot, même s'ils ont perdu les éléphants, mais ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde et tout a été compliqué. Il y a eu le changement de gouvernement. Moi, j'avais connu l'époque du président Gbagbo. Notre président de fédération était le pasteur de la résidence. Il a été impliqué dans tout un tas de choses. Après, M. Ouattara est arrivé. Il semblerait que ça soit plus compliqué, que M. Gbagbo revienne en honneur de sainteté. En tout cas, c'est un pays magnifique. Et en plus, moi, mon papa, quand il a fini sa carrière à Tarare, on avait Germain et Jonas Kofi qui étaient venus jouer à Tarare. Et moi, j'ai coaché son fils avec la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais hyper content là-bas. J'ai rencontré des gens avec plein de bienveillance, des joueurs magnifiques et un pays magnifique, même si comment dire, il ne faut pas idéaliser. Il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a tout ça, mais le pays est beau et je suis sûr que l'avenir est certainement beau aussi, mais il faut aplanir les choses. Il y a beaucoup de travail. J'ai un lien aussi via Arsène Adémansa, mon Arsenio. Voilà.
c'est beau, c'est beau. Abidjan, en bas, la lagune, c'est un pays magnifique. T'as été à Signy, t'as mangé nota loco, nota tchéké, Voilà. t'as goûté au plat traditionnel. Oui, même si moi, les épices, de temps en temps, j'ai été promené dans le Jean-Marc Crédit là-bas. Voilà, non, j'ai adoré Abidjan, j'ai adoré Assigny, c'est beau. Alors, pour finir, si tu avais un conseil à donner à un jeune coach qui est dans l'ombre, qui veut se lancer là-dedans comme un prof, un peu ce que je suis en train de faire depuis quelques années, est-ce que tu aurais quelque chose avec maintenant ton expérience et ton recul, le conseil que tu aimerais pouvoir partager et donner aux jeunes coachs qui vont pouvoir nous regarder peut-être? Plusieurs choses. D'abord, je conseillerais la lecture du bouquin sur les All Blacks. C'est quand tu es en haut, quand tu es en haut qu'il faut te renouveler. C'est quand tu te sens au mieux qu'il faut te renouveler parce que sans ça, tu vas vite tomber. Voilà. Après, de manière plus légère, je dirais, regarde dans le ciel quand il est bien beau, choisis une étoile et puis tous les jours, tu lui mets un petit coup de chiffon. Tu vois, tu la fait bien briller. Parce que finalement, il faut être très humble. Victoire-défaite, c'est très proche. Les circonstances, des fois, on n'a pas de titre parce qu'on tombe sur une génération où il y a Michael Phelps ou Michael Jordan. Donc, tu perds, mais tu es un deuxième magnifique aussi. Et tu as donné le meilleur de toi-même. Après, si de temps en temps tu gagnes, c'est encore mieux. Et ça devient Larry et Magic. Et ça fait deux légendes comme ça. L'humilité. Et l'humilité devant la défaite. C'est-à-dire que quand tu perds, c'est pas parce que tu perds que le monde entier t'en veut. Voilà. Tu as perdu. Tu n'aimes pas ça. Tu veux pas que ça se renouvelle. Tu vas changer les choses ou les ajuster. Mais il faut rester serein. Et quand tu gagnes, pareil, c'est fragile. Tu peux perdre rapidement. Quand aux dents longues, c'est bien. L'ambition, c'est bien. Mais je trouve que le vrai challenge, pour les joueurs, c'est pareil. Pour les coachs, pareil. C'est d'allier ambition et humilité. Et il y a des pays où c'est plus facile à comprendre. Aux États-Unis, Canada, Amérique du Nord, c'est plus facile à comprendre. En France, c'est difficile d'avoir de l'ambition et d'être considéré comme humble. Et pourtant, c'est possible. On peut dire qu'on a envie d'être champion du monde, mais tout ce qu'il faut, faire tout ce qu'il faut avec humilité pour l'être. Accepter tout ce qu'il faut avec humilité pour l'être. Mais chez nous, si tu le dis, tu es déjà plus humble. Alors que c'est la base des choses d'avoir de l'ambition. Être ambitieux et humble, après, advienne que pourra. Merci beaucoup, Jacques. C'était vraiment, vraiment un plaisir de passer du temps avec toi. Guys, c'était le dernier numéro de All the Talk avec Jacques Monclar, consultant à Being Sport, ancien entraîneur des clubs, les champions de France au basket, participation aux Jeux Olympiques, coach de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le best. Ah, excuse-moi là. C'est le best. Non, mais c'est tout couillon, mais quand je vois Didier Drogba, par exemple, ça m'est arrivé puisqu'il adore la NBA et on le fait passer au Postcom, c'est tellement un bon client. Pour tout, Didier, j'en parle, ouais, c'était rigolo. Mon rêve, quelque part, ça aurait été de pouvoir aller au jeu avec la Côte d'Ivoire ou même au championnat du monde, parce que qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire l'année où on y est, on va en quart de finale et on élimine le Sénégal. Donc, rien que pour ça, la Coupe d'Afrique était réussie. Et après, on a éliminé le Mali. Les deux pays à côté, donc c'était parfait. Tu t'en souviens bien. En tout cas, Jacques, je te remercie beaucoup. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de subscribe, commenter, liker, restez connectés avec la chaîne. Il y a encore de bonnes choses qui s'en viennent. Merci à tout le monde et à très vite. Merci beaucoup, Jacques. Bye bye. Au plaisir.